Vous m'entendez bien? Donc, j'aimerais déjà remercier pour l'invitation les organisateurs de ces conversations éthiques sciences-société. Alors, c'est l'occasion en fait de présenter des réflexions en cours de mon côté, mais en collaboration avec toute une équipe de collègues qui s'intéressent à ces questions à l'Université de Lausanne. Moi, je suis chercheuse à cet Institut d'histoire de la médecine et de la santé publique, mais je collabore beaucoup avec une unité de l'Université de Lausanne qui s'appelle Interface Sciences et Société, dont la mission est de promouvoir le dialogue entre la science et la société, la science et la société. Depuis quelques années, on est embarqué avec les collègues de cette équipe dans des recherches qui portent sur le développement de la médecine génomique, on l'appelle comme ça, dans le canton de Vaud, donc la région de la Suisse où se trouve Lausanne et l'Université de Lausanne. Il y a un intérêt croissant autour de cette voie, de cette vision de la médecine du futur dans notre région. Il y a une grande biobanque qui a été créée à l'hôpital cantonal de Lausanne, en collaboration aussi avec l'Université de Lausanne et dont le but est de faire de la recherche sur le génome pour pouvoir développer cette médecine génomique. Donc beaucoup de débats aussi, surtout auprès, je dirais, des académiques et des professionnels pour le moment autour de ces questions. Donc ce que je vais faire aujourd'hui est discuter avec vous quelques réflexions qu'on est en train de faire. Je partage avec mes collègues et ce que je vais faire est proposer une appréciation critique de ce qu'on appelle aujourd'hui médecine personnalisée basée sur les avancées de la génomique. Une appréciation critique qui consiste surtout à mettre en avant la manière dans laquelle l'éthique, je dirais certaines notions de l'éthique sont mobilisées dans ces discours autour de la médecine personnalisée. Ce qui ne veut pas dire qu'on est en train de faire des réflexions éthiques autour de la médecine personnalisée, mais qu'on est en train d'utiliser deux mots clés de l'éthique pour justifier, légitimer des voies de recherche et des visions de la médecine du futur. Ma manière de procéder est d'utiliser des analyses de discours qu'on peut lire dans des revues scientifiques, dans les médias autour de la médecine personnalisée basée sur la génomique. Et je vais aussi faire référence à quelques résultats d'une enquête de terrain, une étude qu'on a menée l'année passée dans le canton de Vaud autour de ce développement qui concerne la médecine personnalisée. Une enquête qui vise en fait à récolter l'avis des différents parties prenantes impliquées. Alors, le discours autour de la médecine personnalisée basée sur la génomique, en fait, c'est un discours qu'on voit apparaître de manière importante dans les publications scientifiques, mais pas que, aussi sur les médias, à partir de la fin des années 2000, on est autour de 2008-2009, on parle de séquençage de nouvelle génération. Il est vrai que au début des années 2000, c'est surtout la date de 2001 qui compte, on assiste à la publication de premières séquences complètes issues du projet Génome humain. C'est vraiment une étape importante qui est franchie. Alors, dès qu'on commence à parler de ces nouvelles techniques de séquençage du génome à la fin des années 2000, le séquençage de nouvelle génération, on fait tout de suite le lien avec ce qui s'est passé très récemment grâce au projet Génome humain. En fait, on cherche à tracer quelque chose comme une continuité de la recherche qui commence là où commence le projet Génome humain. Il y a des étapes importantes, la publication de premières séquences, et puis on continue avec toute une série
de découverte jusqu'à arriver aux avancées de séquençage de nouvelles générations. Ce que je vous montre là est une image qui est tirée d'un article publié en 2011 dans Nature. Donc c'est la décennie, l'anniversaire en fait de la publication de premières séquences du projet Génome humain. Et l'article est signé par différents chercheurs du National Human Genome Research Institute. C'est vraiment l'institut qui a coordonné, c'est le nouveau nom de l'institut qui a coordonné aux États-Unis le projet Génome humain. Et alors on présente un article qui s'intitule Tracer la voie de la médecine, l'évolution de la médecine génomique par des bases de l'ADN au lit, au chevet du patient. C'est ça le titre. Et ce qui est étonnant, est en fait qu'on cherche à tracer cette continuité, on cherche à tracer une direction qui est orientée vers le futur, et surtout, on présentifie un futur de la santé. On propose en fait de finalement réaliser qu'il y a un lien direct entre le paire de base de l'ADN et le patient. Alors, ce qui est intéressant dans les nouvelles techniques de séquençage du génome par rapport au passé, juste comme précision, mais peut-être vous avez déjà abordé ces questions hier, alors que les tests génétiques classiques, pour le dire en quelques mots, permettent d'analyser un gène ou une portion de chromosome à la fois, ces nouvelles techniques en fait permettent à des coûts beaucoup réduits d'avoir accès à l'ensemble du génome codant ou l'ensemble du génome, donc avoir accès à une grande quantité de données sur le génome de l'individu. Donc voilà, une vraie révolution par rapport au passé. Alors, la médecine personnalisée, elle est présentée à la fois comme une démarche de recherche et aussi une vision de la médecine du futur. On est toujours dans les discours autour de la médecine personnalisée. Moi, j'aime beaucoup en fait cette citation. Je vais en extraire une traduction française tout de suite qui est tirée de ce livre de Francis Collins. Francis Collins il a été le coordinateur du projet Génome humain. Il est maintenant directeur du National du NIH aux États-Unis, National Institute of Health, et il a chapeauté aussi l'institut censé profiter des résultats du projet du génome. Et là, il publie en fait en 2009 un livre qui s'intitule Le langage de la vie. L'ADN et la révolution de la médecine personnalisée. Donc, dans ce livre, il parle de sa vision de la médecine personnalisée basée sur le génome, et il dit finalement c'est une révolution en médecine. La promesse est de transformer l'approche actuelle qui est basée sur one size fits all. Donc on applique des paramètres généralisable aux pathologies, aux patients, pour les traiter, les soigner. On aura une stratégie beaucoup plus puissante, une approche qui consiste à se maintenir en santé. Et vous devez, et vous, il s'adresse au lecteur, donc chacun d'entre nous, être prêt à rejoindre ce nouveau monde. Voilà. Est-ce qu'on doit être prêt ou pas, c'est la grande question qui se pose, mais voilà, c'est l'introduction de son livre, et c'est la manière de présenter finalement la médecine personnalisée comme une promesse qui va se réaliser si chacun d'entre nous pourrait être sera prêt à y participer. Bon, la promesse, elle est formulée dans des manières différentes, mais finalement, elle consiste toujours à, la promesse liée à la médecine personnalisée, à faire appel
aux informations qu'on peut tirer du génome humain pour développer de nouveaux tests qui ne sont pas seulement des tests diagnostiques, identifier des pathologies en cours, mais aussi prédictifs, anticiper la survenue de pathologies, pouvoir, grâce à ces connaissances, développer de nouveaux traitements, pouvoir mettre sur pied de programmes de prévention plus efficaces. Donc on couvre tout azimut le but du geste médical. Diagnostiquer, prévenir, traiter. Et là, une nouvelle illustration tirée de l'article dont je vous parlais tout à l'heure. On voit vraiment une manière de représenter par l'image ce passage direct de l'ADN au patient. Voilà, on le voit tout au fond, il attend que les connaissances lui apportent de la prévention, des traitements et des tests utiles. Alors, il y a dans la promesse, dans la formulation de la promesse, une valeur importante attribuée au savoir sur son risque génétique, je dirais, que c'est une valeur plutôt normative qu'on voit rattachée à ce savoir, c'est-à-dire que le savoir consiste en quelque chose comme un pouvoir qui n'est pas seulement un pouvoir dans les mains de soignants qui pourraient mieux traiter ou diagnostiquer ou prévenir les maladies d'un patient, mais un pouvoir qui est dans les mains des personnes, des individus. Il y a cette idée d'une responsabilité du patient face à ces savoirs qui revient très souvent dans le discours autour de la médecine personnalisée. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure. Alors, j'aimerais quand même parler un peu plus de ce terme médecine personnalisée, d'où vient, c'est intéressant de clarifier ça. Et là, c'est une revue de la littérature très bien faite qui est parue en 2014, qui a été faite par un centre de recherche qui est lié à l'université de Cambridge, qui s'appelle Public... pardon, je ne me rappelle pas le nom. Public Health Foundation. Pardon, je ne me rappelle pas les noms, mais ce sont des chercheurs qui sont penchés sur quelque chose comme 7000 publications parues entre 1971 et 2011, dans lesquelles on voit apparaître le terme médecine personnalisée, où le concept de la médecine personnalisée est mobilisé. Et puis finalement, il montre que on le voit apparaître pour la première fois en 1971 finalement, mais il y a une augmentation exponentielle de publications qui utilisent ce terme médecine personnalisée à partir de 2007-2008. C'est vraiment quelque chose qui monte comme ça. Et ce qui est intéressant aussi est que dans ces publications, on voit en fait le mot médecine personnalisée associé à des définitions et des terminologies multiples. On parle aussi de médecine individualisée, de médecine de précision, de médecine stratifiée, donc une pluralité de termes qui sont utilisés et chaque terme en fait est associé à une manière particulière de définir la médecine personnalisée. Quand on parle par exemple de médecine personnalisée comme médecine de précision, on veut surtout faire référence à une plus grande précision dans la définition de la taxonomie moléculaire de maladies, ce qui permettrait d'améliorer en fait la prise en charge. On parle plutôt de médecine personnalisée stratifiée pour dire que grâce à des biomarqueurs biomoléculaires, on pourra mieux cibler
les couches de population, les groupes de population qui répondent mieux à des traitements où on pourra affiner les diagnostics, faire des diagnostics beaucoup plus précis pour identifier les parties de la population qui sont intéressées à développer un certain type de cancer. Donc une pluralité de définitions et de termes utilisés, mais si on regarde les publications, c'est à nouveau un tableau tiré de cet article, on voit que finalement, le mot médecine personnalisée est le plus utilisé et c'est un peu le mot fédérateur aussi des autres termes. Mais franchement, on a l'impression que cette pluralité de termes correspond aussi à une certaine amplitude et imprécision parfois de la définition, comme si on voulait surtout décrire un grand champ de recherche et des possibilités pour la médecine dans lequel pourrait rentrer beaucoup de choses. Alors, intéressant de remarquer ce premier usage en 1971, c'était qui finalement? C'était un médecin canadien qui parlait de médecine personnalisée pour se poser une grande question. Donc, à cette époque-là, face à la démultiplication de spécialités, au progrès technologique de la médecine, dans un système de santé comme le canadien, que devenait le rôle du médecin de famille dans la prise en charge du patient? Donc, c'était vraiment un questionnement par rapport à est-ce que les médecins sont démunis face aux avancées de la technique, aux avancées des spécialités, quelle sera notre place? Donc, rien à voir avec ce qu'on entend par médecine personnalisée. Ce médecin revendiquait en fait une médecine personnalisée comme l'approche que le médecin de famille cultive, a hérité de sa discipline et devrait pouvoir continuer à appliquer, prendre en charge de manière globale la personne face à lui. À partir de la fin des années 2000, quand je vous ai montré, on parle de toute autre chose et on a vraiment l'impression de se trouver devant un buzzword qui veut signifier beaucoup de choses et c'est plutôt un buzzword qui veut définir finalement un champ de promesses, le protéger, je dirais aussi, par rapport à d'autres champs d'avancées scientifiques en compétition et voilà. J'en viens maintenant aux notions éthiques qui sont, aux notions prises de l'éthique qui sont mobilisées dans ces discours autour de la médecine personnalisée. J'ai déjà évoqué la question de la responsabilité associée à cette équation, à cette identité, savoir égale pouvoir. Il y a aussi la notion de bénéfice escompté, qui deviennent une notion normative dans le discours autour de la médecine personnalisée, les bénéfices escomptés donc qu'on espère obtenir du fait d'aller de l'avant dans ce type de recherche et de prôner cette vision de la médecine du futur. Alors, en fait, ça devient une notion normative parce qu'on ne parle pas seulement de bénéfices de manière sous l'angle médical, en termes de prévention, traitement, diagnostic, on parle vraiment de ce qui est bien. C'est le bien visé, c'est ce qui devait être, ce qui serait souhaitable. Donc c'est le bien visé en tant que justification, orientation de tout ce qu'on est en train de faire. Et très souvent, ce bénéfice escompté, ce bien visé, est associé aussi à la notion de bien-être du patient. Donc on dépasse en fait très largement dans ces discours le champ du bénéfice médical pour aller vers ce qu'on appelle bien-être de la personne. Et là, je vous propose en fait un exemple pour moi assez paradigmatique, intéressant de ce discours. C'est un exemple aussi, je dirais, caricatural. Franchement, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à cet exemple, mais en tout cas, ça existe. Alors, c'est l'approche qu'on appelle médecine P4.
P4 Medicine. Et c'est une approche qui est en cours de se développer aux États-Unis, à partir de 2010 surtout. Disons le promoteur et les premiers apôtres de cette approche s'appelle Leroy Hood. C'est pas n'importe qui. Monsieur Leroy Hood, il est parmi les biologistes qui ont le plus contribué au développement, lié aussi au projet Génome humain. Il est l'initiateur de ce qu'on appelle la biologie des systèmes dans les années 90. Il a contribué au développement de techniques qui fondent le séquençage de nouvelles générations. C'est pas n'importe qui. Et lui, il prône en fait cette approche des médecines P4. Il a créé même un institut sur des fonds privés qui s'appelle P4 Medicine Institute. Alors les 4 P de sa médecine, prédictive, personnalisée, préventive et participative. Alors lui, il va beaucoup au-delà de l'approche tout simplement basée sur la génomique. Ça se base sur cette théorie de la biologie des systèmes. On parle en fait d'une approche qui se fonde sur toutes sortes de données utiles sur la santé d'un individu qui pourraient être dérivées des examens, pas seulement de biomarqueurs biomoléculaires, mais aussi des fonctionnalités des organes, des interactions avec l'environnement. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est ça, prédictive et préventive, ça paraît un peu une répétition, alors que si on va un peu plus loin, regarder ce qu'il entend par là, en fait, les deux mots, les deux adjectifs font référence à l'orientation vers le futur et l'anticipation, mais en fait, le préventif est très fort dans sa définition, c'est-à-dire il fait appel à l'actionnabilité, finalement, de cette information qui pourrait concerner des risques qu'on est capable de prédire, mais on est aussi capable d'agir sur ça. Et puis, la notion de participation est assez intéressante et mobilise en fait des notions, des concepts de l'éthique. Alors, dans sa vision, les nouvelles technologies informatiques ont un rôle essentiel. Les nouveaux objets connectés, il y a n'importe quoi là-dedans, mais on pourrait appeler toutes sortes de utiles et dispositifs portables censés récolter des données sur la santé, l'état de santé des individus, comment ils se portent au jour par jour, selon les différentes phases de jour, deviennent très importants. Son idée est qu'on pourrait en fait construire ce qu'il appelle de data clouds personnalisés. Chacun aurait toutes ces données envoyées dans ces data clouds à disposition. Bien évidemment, ces données sont stockées au P4 Medicine Institute. Et l'objectif, finalement, c'est comme ça qu'il le formule, est de quantifier le wellness. Là-dedans, il n'y a pas que la santé, il y a aussi le bien-être des personnes, et démystifier la maladie. Donc, on s'occupe de santé, on ne s'occupe pas de maladie, pour le bien-être de l'individu. Il prône cette notion qu'il appelle de scientific wellness. Moi, je ne sais pas comment traduire ça, bien-être scientifique, c'est un peu paradoxal, mais finalement, l'idée fond, c'est qu'il y a la possibilité de rendre objectivable, mesurable et très personnelle cette appréciation de l'état de santé et de bien-être des gens. Alors, c'est pas c'est sérieux, entre guillemets, hein, ça existe. Alors, moi, ce que je retiens d'intéressant dans l'examen de cet exemple est que finalement, on parle de prévention de la maladie, on parle de promotion de la santé, mais en fait, en même temps, on parle de démystification de la maladie et célébration de la santé. Alors, on est face à une vision qui est orientée
à quelque chose comme une véritable vision de la santé, vision du bien-être des gens, et de l'autre côté, on abandonne tout ce qui est souffrance, maladie. C'est ça qui va nous permettre de faire cette médecine P4. La participation, notion fondamentale, autrement il n'y aurait pas 4P. Recentrant de l'individu, parce que finalement, il participe lui-même à la récolte de ces données, et il est censé, grâce à des coachs, ils les appellent comme ça, Leroy-Hood, qui sont des conseillers, pas forcément de médecins, mais il est censé, sur la base d'un coach qui les aide à se saisir un peu de ces données face aux possibilités d'action disponibles, il est capable finalement de prendre sur soi la responsabilité par rapport à sa santé, et donc il est empowered de l'individu. Il est finalement capable d'exercer ses pouvoirs liés au savoir sur son risque génétique. La responsabilité personnelle est vraiment la valeur qui est mobilisée dans ce type de discours. Alors, ici, vous avez une image d'un projet que Leroy-Hood vient de lancer. Pour moi, un projet intéressant. On l'appelle 100,000 Wellness Project parce qu'il est en train de recruter en fait 100 000 personnes qui seront disponibles à utiliser ces capteurs pour faire des mesures de paramètres de santé et de bien-être 3 fois par jour, qui seront aussi disponibles de se rendre régulièrement à son institut pour des prélèvements XY et des mesures d'autres types qui concernent la santé. Et finalement, c'est un projet qui vise à montrer comment ce type d'attitude auprès du citoyen qui veut se maintenir en santé permet de faire à la fois de la recherche et de la clinique. Donc ce projet-là, en fait, il propose un dépassement de cette frontière recherche clinique qui est une frontière tracée par notre manière de faire la science et la médecine entre deux pratiques, mais c'est aussi une frontière normative qu'on utilise pour justifier ce qu'on fait dans la recherche, ce qu'on peut se permettre de faire dans la recherche et ce qu'on peut se permettre de faire dans la médecine. Alors, il faut dépasser tout ça. Il faut arrêter avec cette distinction de pratique et normative. Voilà, moi, ça me suscite des questionnements par rapport à ces projets. Alors, je m'arrête un instant sur, on a parlé de pluralité de termes autour de médecine personnalisée, sur la polysémie du terme personnalisation. Et là, je fais référence à un philosophe que vous connaissez, je pense bien, Xavier Guchet. Il vient de publier un livre intitulé Médecine personnalisée, un essai philosophique que j'aime beaucoup. Finalement, je trouve qu'il y a plein d'analyses intéressantes par rapport justement à la notion de personnalisation dans ce livre. Et il propose en fait il pointe la tension existant entre deux sens du mot personnalisation. D'un côté, il y aura le personnel qu'on pourrait appeler personnel moléculaire, et de l'autre côté, le personnel subjectif. On revient aux réflexions qui ont animé la discussion d'hier. Alors, dans le cadre de la médecine personnalisée, en fait, on a plutôt une vision de la personnalisation comme le personnel moléculaire, une prise en charge basée sur le mécanisme moléculaire de la maladie. De l'autre côté, le sens rattaché à la personnalisation personnel subjectif, c'est plutôt cette idée de prise en charge globale du patient, pas seulement sur le plan médical, mais aussi psychosocial et voilà, global. D'un côté, on a en fait une vision de la personne qui est fragmentée, qui éclate
dans des éléments actionnables qui sont toujours mesurables, objectivables, on pourrait les appeler en général biomoléculaires. Et de l'autre côté, en fait, on a une vision de la personne qui est plutôt cette unicité incommensurable et à laquelle on reconnaît toute une série de besoins, d'attentes, d'intérêts, de désirs, de relations, de dimensions qui ne sont pas prises en compte de l'autre côté. Et d'ailleurs, dans ce côté de personnel moléculaire qui est plutôt présent dans le discours autour de la médecine personnalisée, on arrive même à un paradoxe parce que cette fragmentation, cette individualisation comme fragmentation de la personne en éléments actionnables est quelque chose qui est possible finalement parce que la singularité biologique, elle est dérivée d'une série d'analyses qui sont finalement basées sur des données généralisables, populationnelles, statistiques, transversales. Donc c'est plutôt paradoxal cette vision du personnel moléculaire par rapport à la vision du personnel subjectif. Alors, quel est le problème éthique lié à cette polysémie du concept de personnalisation, comme le montre Xavier Guchet? Il est surtout question de fausses attentes et de malentendus que cette polysémie peut générer du côté de la personne, patient, participant à la recherche, citoyen, convoqué à participer à un nouveau projet collectif autour d'une médecine génomique qui va nous amener une nouvelle manière de faire les choses. Et finalement, cette dualité de points de vue, c'est ça le problème, apparemment, elle n'est pas conciliable. Elle n'est pas conciliable, surtout parce que finalement, du côté du patient ou du citoyen participant à la recherche, face à cette information dont je devrais faire quelque chose, j'arrive pas à assumer les points de vue de l'objectivation, de la mesure, j'arrive pas à me situer là-dedans. On est tout de suite dans une perspective subjective différente, qui seront les implications pour ma vie, quelles seront les implications pour mes relations. Donc, on est en fait face à un décalage qui pose des véritables questions. Il y a aussi, là c'est pas que ça Guchet, mais dans d'autres publications, on relève une autre problème éthique de cette polysémie du terme personnalisation qui consiste dans la tension entre ce qu'on considère être un bénéfice au niveau individuel, ce qui serait un bénéfice au niveau collectif. Alors en fait, dans le discours autour qui promeut la médecine personnalisée, on a tendance à confondre ces deux types de bénéfices. Un bénéfice pour l'individu sera sans doute un bénéfice collectif, mais on peut se poser de véritables questions par rapport au décalage qui peut exister entre ces deux niveaux de bien, le bien pour l'individu et le bien pour la collectivité, notamment en termes de santé publique. Alors, on a discuté, je vous fais juste un exemple, mais on est pris dans des discussions à l'Université de Lausanne avec des chercheurs qui envisagent en fait de développer des projets de recherche à partir de données récoltées dans la biobanque. Et l'une de ces discussions concerne en fait l'idée d'un projet qui viserait recontacter les participants à la biobanque dans lequel on aurait identifié des risques de cancer héréditaires qui ne sont pas forcément connus par la personne, les convoquer, en fait, les faire redevenir des patients qui seront suivis tout au long de leur vie pour le fait qu'ils présentent ces mutations qui seraient associées à des risques de cancer
héréditaire. Les chercheurs se posent aussi des questions par rapport aux impacts pour les apparentés. Si on convoque le participant à la biobanque, on le fait devenir un patient suivi dans ce projet, il y aura d'autres patients potentiels qui vont être convoqués avec les apparentés, qui partagent en partie le même génome. Donc on voit là qu'on est tout de suite face à des questions qui nous obligent à réfléchir à quel sera par rapport à cette approche de recherche et d'application clinique possible, le rapport entre le bien-être individuel et le bien-être au niveau collectif en termes de prévention, santé publique, de ce type de problèmes de santé. Et j'ai combien de temps encore ? Ok. Alors, quel est finalement le rôle de l'individu, une véritable question éthique qu'on pourrait se poser par rapport à ce projet d'une médecine personnalisée. Alors de nouveau, dans le discours, mais j'ai déjà dit, dans le discours de promoteur de la médecine personnalisée basée sur la génomique, il est clair, c'est un rôle crucial. La personne, les patients, doit assumer la responsabilité par rapport à son savoir génétique. Là, on a Francis Collins, c'est la conclusion de son livre à lui. Il s'adresse de nouveau à vous, qui est le lecteur, pour lui dire que finalement, son ADN, ce sera sa petite Bible, son textbook of medicine, et qu'il ne s'agit pas seulement d'assumer la responsabilité par rapport à son savoir, au savoir par rapport à son risque génétique, il s'agit aussi d'apprendre à lire ces informations, parce que finalement ça pourrait sauver notre vie. Donc une grande responsabilisation par rapport à ces savoirs. Je dirais qu'on est face à quelque chose dans ce discours autour de la médecine personnalisée comme une véritable injonction qui mobilise des notions de l'éthique, responsabilité et empowerment. Là, je cite en fait Nicholas Rose, un sociologue anglais qui, il y a quelques années, a publié un article autour des valeurs impliquées dans le discours sur la médecine personnalisée. Finalement, il se demande si on ne serait pas face à une nouvelle forme de biologisation du social, c'est-à-dire l'aspect biologique serait censé déterminer le comportement des individus par le biais de la mobilisation de leur responsabilisation. Et finalement, il arrive à indiquer quelque chose comme un paradoxe, mais finalement, on n'est pas vraiment face à un savoir qui devient un pouvoir, c'est vraiment un savoir qui devient un devoir. Et là, je dirais, on n'est pas trop loin de ce qu'on est en train d'arriver dans le cadre des pratiques. Il y a beaucoup de débats en cours dans la communauté des praticiens, surtout dans le cadre de la génétique médicale, autour de quoi faire de ces résultats issus des analyses du génome, comment les communiquer aux patients et qu'est-ce qu'il faut rendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas rendre, est-ce que des résultats inattendus qu'on ne cherchait pas, finalement par l'analyse, on devrait les rendre. Et en 2013, en fait, l'American College of Medical Genetics, qui est, disons, la société professionnelle fêtière de la génétique médicale aux États-Unis, très influent dans le monde de la génétique mondiale, sort de guidelines pour la communication des informations tirées d'analyses génomiques dans le cadre de la clinique, disant que il y a quelque chose comme un devoir de passion, d'apprendre et savoir faire avec ces informations. C'est-à-dire que la société américaine propose de se limiter à un nombre fixe de mutations, 106 mutations, qu'on serait censé rendre comme résultat aux patients, parce que finalement, c'est des mutations dont la connaissance pourrait apporter de bénéfices aux patients. Et puis finalement, on fait dans le colloque pré-test, on demande l'accord pour le retour aux patients, et puis les patients qui refusent un accord, donc qui disent moi certaines choses je ne voudrais pas les savoir, on
on leur fait pas passer le test. C'était ça un peu la proposition de la société américaine qui a déclenché un véritable débat. Ils ont fait marche en arrière en 2014 par rapport à ce droit de ne pas savoir qui serait limité par les recommandations, mais on n'est pas très loin en fait dans les réflexions en cours autour de cette identité savoir-devoir. Alors, quelques résultats par rapport à notre enquête de terrain, parce qu'il paraît que les citoyens que nous avons rencontrés ne sont pas trop convaincus par ce discours autour de la médecine personnalisée, ou au moins par rapport à l'injonction, ça c'est sûr, il y a beaucoup de questionnements qui sont soulevés. Cette enquête ne veut pas être représentative de la vie de la population du canton. Nous avons fait une enquête qualitative, c'est-à-dire qu'on veut explorer des points de vue, et surtout on a adopté des méthodes pour donner la voix à des acteurs qui ne sont pas pour le moment impliqués dans ce débat local autour de la médecine personnalisée génomique, des citoyens et surtout des médecins de famille, leur donner la possibilité de s'exprimer. Alors, quelques résultats par rapport à, je vous ai dit de la biobanque, je vais passer sur ça. Alors, il y a des questionnements par rapport à finalement l'utilité de l'information génomique et surtout les impacts psychologiques de cette information. Là, c'est une citation d'un citoyen qui finalement s'est dit c'est utile en fait. Ça pourrait être utile d'apprendre que j'ai un certain risque de développer Alzheimer dans le futur, mais à chaque fois que j'aurai un trou de mémoire, d'ici, je me dis, voilà, c'est Alzheimer. Ça va avoir un impact sur ma vie. Les citoyens qu'on a rencontrés expriment aussi de véritables préoccupations par rapport à la confrontation aux risques statistiques. Alors, ils se sont démunis, les citoyens qu'on a rencontrés, par rapport à la capacité de comprendre, de faire quelque chose de ce risque statistique. Certains ont même dit mais on va être comme face à quelqu'un qui a une boule de cristal et qui nous dit des choses, il faut faire avec, mais on ne comprend pas grand-chose. Et c'est une préoccupation qui ne concerne pas seulement l'individu, en fait, ça s'étend à la société. Alors là, il y a une citation que j'aime beaucoup, un citoyen qui dit « Mais est-ce que notre population est prête pour savoir ce qui va nous arriver dans 15 ans ?» C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt en tant que société à faire avec ce type de prédiction des risques? Et puis, il sollicite le fait qu'on mette en place de dispositifs qui permettent en fait de s'approprier de ces informations et qu'il y a des professionnels compétents qui accompagnent finalement la personne à faire avec cette information qui pourrait être triée de son génome. Alors, je passe à l'avis des médecins. Nous avons rencontré deux types de médecins qui sont peu représentés dans le débat actuel autour de la médecine génomique dans les cantons. Alors d'abord les médecins de famille, les généralistes qui sont censés fonctionner comme médecins de premier recours pour un patient, donc pas de cliniciens à l'hôpital, et puis des spécialistes qui pratiquent qui exercent en pratique privée, donc pas de nouveau des cliniciens à l'hôpital, mais des spécialistes auxquels on pourrait s'adresser pour une prise en charge spécifique. Et là, on a en fait des avis différents entre ces deux types de praticiens. Les médecins de famille, ils ont évoqué des inquiétudes par rapport à l'impact de la génomique sur le rôle du médecin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup été discuté avec eux, où en fait, ils considèrent qu'on fait face à un nouveau paradigme qui n'a rien à voir avec l'approche qu'on est censé adopter en tant que médecin de famille généraliste. Les pathologies sont complexes, la prise en charge est complexe, alors que là, on a des projections par rapport à un réductionnisme qui ne correspond pas à la pratique. Et puis, ils expriment aussi des inquiétudes par rapport au fait de contribuer, si on doit assumer ces outils, si on doit les intégrer dans nos pratiques, est-ce qu'on ne va pas
augmenter davantage cette médicalisation de la société à laquelle on contribue déjà. Quelqu'un qu'on a rencontré, hein, c'est des focus group qu'on a organisé avec les médecins, dit on va contribuer à créer une société détraumatisée. Cette démultiplication des tests, démultiplication d'identification des risques pour la santé, voilà, peut-être qu'on va risquer de contribuer à augmenter ce type de choses. Et puis, il revendique vraiment le besoin de disposer des compétences qu'ils n'ont pas pour l'instant pour intégrer tout ça. Ça va trop vite. Hein. On est déjà au-delà de la recherche vers l'application clinique et nous, on est complètement démunis par rapport à ça. Les spécialistes qui exercent en pratique privée, ils ont des avis plus mitigés. Hein. Ils trouvent que c'est intéressant quand même d'avoir ces nouveaux outils qui permettent finalement de sortir du culte de l'erreur. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça, le fait de adapter la prise en charge par l'adaptation des doses ou l'adaptation des médicaments selon ce que les médicaments font aux patients. Alors, avoir des tests qui permettent de cibler le bon médicament pour le patient, ça va nous permettre de sortir de cette manière de faire qui n'est pas la bonne. Il considère que le rôle du médecin ne va pas disparaître. En tout cas, on va faire un test pour un glaucome et il faudra un médecin pour les interpréter. Mais il trouve que quand même l'enjeu majeur consiste dans la dimension prédictive de ces tests. C'est ça qui trouve vraiment problématique. Même les spécialistes qui ont un avis un peu plus positif, ils considèrent que finalement on va démultiplier les malades ou bien on va démultiplier les pas encore malades. Il y aura toute une série de personnes dont il faudra s'occuper qui ne seront pas encore malades, mais voilà, c'est ça que la technique va nous produire et ce sera difficile et pour les patients et pour le médecin. Alors, je vais conclure sur ça, mais je me dis que finalement, c'est des questions, des contenus qui résonnent par rapport aux discussions que vous avez eues hier. Là, on a aussi discuté avec les médecins par rapport aux enjeux pour le système de santé. Et ce qui est surtout relevé dans notre contexte suisse est le problème du rapport entre coûts créé par cette approche de médecine personnalisée et les ressources disponibles. On a surtout, dans les discussions avec les praticiens, pointé sur la difficulté de composer avec une médecine qui aura son coût. Hein. Peut-être c'est trop optimiste de dire qu'il y aura des coûts réduits, mais il y aura quand même des coûts. Et de l'autre côté, des priorités du système de santé auxquelles cette médecine ne semble pas vouloir répondre pour le moment. Nos praticiens ont surtout évoqué la question du vieillissement de la population. C'est une véritable question de santé publique en Suisse. Donc voilà, je dirais que ces préoccupations autour du rapport coûts-ressources disponibles relèvent d'une interrogation qui à nouveau elle est soulevée par beaucoup, mais de nouveau Nicolas Rose dans son papier. Est-ce que cette médecine n'est pas une prise de distance finalement par rapport à une médecine fondée sur les valeurs de justice et solidarité sociale? On ramène tout à la responsabilité individuelle, mais en fait, si on ramène tout à la responsabilité individuelle, on est incapable de répondre aux questions qui concernent le rapport coût-ressources disponibles. Voilà, je m'arrête là. Merci.